L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur le talk show du phocéen.fr. Je suis heureux de vous retrouver. J'avais mis ma tête sur le bio et ma tête n'est pas tombée puisque l'OM s'est imposé 5-1 contre Montpellier. Donc ça va, je suis toujours là et rassuré par cette belle victoire des Olympiens, même si certains diront oui, mais dans le jeu, on a été poussif et tatati et ta. On a gagné 5-1 pour moi, ça me suffit. Et ce soir, très très beau plateau puisque Maxence Volpe est avec nous. Salut Max. Salut à tous. Avec un beau sourire, le sourire retrouvé. On alterne en fait les semaines. On gagne contre Toulouse, le beau sourire. On perd à Monaco, on a le sourire pour plein de raisons, en plus de notre victoire. Et on va en parler. Romain Canuti, c'est pour ça que ce plateau est beau, est de retour aussi sur le plateau. Et il est encore plus beau puisqu'on a encore le privilège à chaque fois et l'honneur de recevoir Gérard Gilly qui est avec nous. Salut Gérard. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Ah ben c'est toi qui nous régales chaque fois que tu viens nous voir. Allez, première partie de cette émission, l'OM qui s'est imposé 5-1 face à Montpellier. Est-ce que c'est une victoire qui est rassurante? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a eu beaucoup d'observateurs qui ont dit oui, mais même après le premier but, l'OM a été poussif. Et c'est qu'à partir du 2-0 où là, l'OM s'est un peu relâché et on a enchaîné. On a vu quelque chose de plus, on va dire, facile quelque part côté olympien. Mais c'est vrai que jusqu'à ce deuxième but, Max, on était un peu à se dire est-ce qu'on va pas se faire contrer? Est-ce qu'on va pas retomber dans nos travers? Est-ce que ça a été ton sentiment puisqu'on a vu le match ensemble depuis le stade Vélodrome? Tu le sais, hein, que ça a été mon sentiment parce qu'on en a parlé dans l'après-match, mais effectivement, la première mi-temps, pour moi, elle est pas encore satisfaisante parce que régulièrement, on a dit sur ce plateau, le problème, c'est qu'on ne marque pas vite, on ne marque pas en premier, et après, c'est compliqué, les joueurs gardent espoir, les adversaires gardent espoir, nous, on commence à douter, etc. Là, tu marques vite, quoi. Tu as une première occasion avec une Greenwood qui tape la barre, quasiment dans la foulée, tu marques ce penalty, donc tu as tout pour emballer le match et essayer de vraiment dérouler, et, sachant qu'en plus, on se posait la question du goal average, et on disait que ça peut avoir son importance en fin de saison, et jusqu'à la mi-temps, c'est médiocre, pour moi c'est médiocre. Après, effectivement, deuxième mi-temps, on a vu un bien meilleur OM et c'est ce qui me rassure un petit peu. Gérard, est-ce que le fait d'avoir vu l'OM s'imposer comme ça 5-1 face à Montpellier, et en plus on en parlera dans cette partie des résultats favorables puisque Lyon s'est incliné face à Saint-Etienne avec des péripéties, monsieur Le Texier, on t'embrasse pas d'ailleurs, j'allais dire on t'embrasse mais pas du tout. Il y a Monaco et Strasbourg qui se sont neutralisés, ce qui permet à l'OM de revenir deuxième. Ma question est la suivante, qu'est-ce qu'il faut pour que l'OM soit de nouveau en pleine confiance? Est-ce que là, cette victoire probante, malgré tout au niveau du score, suffit pour aborder Brest qui sera en plus diminué dans les meilleures Il faut dispositions? gagner des matchs, sachant qu'il reste, c'est la dernière ligne droite, quoi. Il reste 4 matchs. Donc il n'y a même pas à se poser la question comment on les gagne. Il faut prendre des points à tout prix. Mais c'est toujours une période très compliquée parce qu'il y a une énorme pression. Là, on parle de jeu, on parle d'action de but, tout ça, mais ce dont on ne mesure pas, c'est la pression qu'il y a sur les épaules des joueurs parce qu'ils sont dans l'obligation de se qualifier. Et donc, naturellement, le moindre geste qui paraît facile devient difficile à faire et tous les matchs sont compliqués et avec cette pression-là, ils sont encore beaucoup plus compliqués. Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu te sens un petit peu plus rassuré, d'autant qu'on sait que Balerdi pourrait revenir contre Brest, c'est dans les tuyaux, c'est pas une certitude, mais c'est l'option envisagée. Garcia qui donne plus qu'entière satisfaction en ce moment, Murillo aussi qui est très bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver un Balerdi, Garcia, Murillo qui serait intéressant derrière face à Brest?
qui sera diminué en plus, puisque Ajorc est blessé. Là où tu vois qu'il y a un petit problème, reprends l'énoncé là, de ce que tu viens de me proposer en guise de question. Tu m'as parlé d'Ulysse Garcia, bon, on en parlera dans une partie d'après. Tu m'as parlé d'Amir Murillo et tu m'as dit Balerdi va peut-être revenir. C'est les 3 noms qui te viennent spontanément, j'ai envie de dire. Alors que normalement, on a un Olympique de Marseille. Quand tu parles OM, à n'importe qui de cette saison, tu me parles de Greenwood, tu me parles de Højbjerg, tu me parles de Rabiot, tu me parles de ces... Je t'ai parlé de Sarro, parce que tu sais comme moi que c'est là où on est en difficulté. Mais je te parle on a marqué 5 buts. Entre guillemets, des gros noms. Et toi-même, spontanément, tu ne me dis pas, on a retrouvé un Greenwood flambant, on a retrouvé un Højbjerg patron, on a retrouvé un Rabiot. Ça, sur ce match de Montpellier, on les a pas, ces indices. Enfin, je sais, ou alors, tu me diras, mais j'ai l'impression qu'on les a pas. C'est ce qui me fait dire que on a, et c'est des bons sergents. Murillo, Ulysse Garcia, moi, vous savez, tout l'amour que j'ai pour ces mecs-là, mais c'est pas ces mecs-là qui te portent l'équipe. C'est les lieutenants, ils sont là, et c'est important d'en avoir. Et merci à eux, ils me régalent, j'adore cet état d'esprit. Mais on attend plus de nos, entre guillemets, patrons. Et là, contre Montpellier, je suis optimiste pour Brest, mais je ne suis pas totalement rassuré. Enfin, voilà, nos fameux cadres-là n'ont pas rendu une copie où je suis très serein. Max, il n'y a pas Bastien pour faire le barème cordeau, mais on t'a à toi, donc on va profiter de tes petits graphiques. Est-ce que les résultats de la soirée, donc encore une fois, Monaco qui se fait accrocher par Strasbourg, et Lyon qui perd à Saint-Etienne après aussi avoir perdu face à Manchester en Coupe d'Europe, comme quoi quand on parle de dynamique sur ce plateau, ça a été encore illustré ce week-end par les Lyonnais qui ont perdu à Manchester, et je suis convaincu d'une chose, on ne peut pas refaire l'histoire et c'est du foot fiction, mais que si c'était imposé à Manchester, il y a de grandes chances qu'ils s'imposent aussi à Saint-Etienne dans la foulée de leur qualification. D'autant plus qu'ils jouent une prolongation et que ça rajoute 30-35 minutes dans les jambes, et on a vu que certains joueurs n'ont pas été alignés par Fonseca, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas jouer ce match contre Saint-Etienne dans l'intégralité. Par rapport effectivement au résultat, à la question que tu me poses, c'est évident que moi je vous avais dit que j'étais pessimiste et je vous avais dit qu'on ne pourrait à mon sens que s'en sortir que grâce au non-succès des autres équipes. Et c'est ce qui se passe. Voilà, Monaco qui ne gagne pas, Lyon qui ne gagne pas, donc du coup tu restes... Strasbourg de facto, puisque c'était contre Monaco qui ne gagne pas non plus. Strasbourg, je les crains moins parce que, comme Nice, dans la course à la Ligue des Champions, les 2 équipes vont jouer Paris. Et on peut supposer que Paris va vouloir essayer de rester invaincu, donc ces 2 équipes-là vont encore perdre des points, et à 4 journées de la fin, comme le disait Gérard, logiquement, si tu perds des points alors que toi tu es devant avec 4 ou 5 unités de plus, c'est vrai que tu devrais rester devant. Après, reste que Lille et Monaco, s'ils font un sans faute jusqu'à la fin de saison, tu n'y seras pas. Hein. Voilà. Tu seras dans le top 4. Sachant quand même qu'il y a le match Lille-OM. C'est ça. C'est pour ça que je te dis que si le Lille gagne ses 4 matchs et Monaco gagne ses 4 matchs, tu es sûr. Parce que nous, on dit on a notre destin en main. Mais Lille, ils peuvent te dire on a notre destin en main. Hein. C'est la beauté de... On est à 2 points derrière Marseille, donc si on bat Marseille et qu'on gagne nos 3 autres matchs... Non, mais c'est aussi la beauté de... On critique beaucoup la Ligue 1, l'épisode. Il y a beaucoup de gens qui ont, avec l'épisode des droits télé, de ça, qui ont perdu l'attrait pour le championnat de France, c'est ce que je peux totalement comprendre. Là, faites ce que vous voulez, hein, je ne suis pas en train de vous dire abonnez-vous en urgence si ce n'est pas fait, mais là, il y a une formidable raison de le suivre, ce championnat, sur la fin de saison, parce que tu as des équipes qui se tiennent avec très peu de points, on va pouvoir voir souvenons-nous du classement là, parce qu'il peut se modifier pour la suite. Moi, il y a un facteur, il y a un résultat très favorable pour moi sur cette journée. C'est la défaite de Brest. C'est la défaite de Brest. Bien sûr. Moi, la défaite de Brest, j'ai regardé ça et je me suis dit, alors que normalement, tu aurais tendance à te dire, s'ils perdent, ils veulent se rattraper le match suivant, que là, ils auraient gagné, ce serait dit bon. Mais là, pour eux, ils savent qu'ils font 8e ou 9e, que normalement... Romain, quand tu viens jouer à Marseille, tu viens pas jouer sur un stade ordinaire. Oui, alors... Tu viens évidemment. Ils étaient en mission aussi. Ils étaient en mission, Brest, depuis quelques semaines, à se dire, on va aller la chercher l'Europe. Et ils gagnaient, ils se rapprochaient. Et là, en perdant contre Lens, mais là, tous leurs espoirs sont perdus. Match à part. Oui, c'est sûr. Toutes les équipes font un match à part. Je pense quand même que
dans cette dynamique-là, mais on aura l'occasion d'en parler. D'ailleurs, l'entraîneur, on rappelle que l'entraîneur de Brest, tu l'as eu comme joueur à Marseille. Mais effectivement, et il y a 2 ans, ils étaient venus avec Eric Roy nous battre alors qu'ils n'avaient rien à jouer avec Tudor. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui est capable de produire quelque chose libéré, mais justement, comme on se dit depuis le début, c'est une équipe qui va venir libérer au Stade Vélodrome. Ils ne vont pas mettre un bus, ils vont se montrer, donc ils vont jouer, mais ils ne vont pas rester derrière à se dire « Allez, on va prendre un 0-0 ». Non, mais surtout, ce qui, moi, me rassure au-delà de la défaite de Brest, qui, comme vous le rappeliez, joue l'Europe, c'est aussi le fait qu'ils aient perdu à Jorque sur blessure. A priori, blessure musculaire, il ne devrait pas être aligné le week-end prochain. Reste à le voir. Pour l'instant, c'est la tendance. Et il y a aussi des suspendus dans leur équipe. Donc, il y a 3 cadres en moins dans cette équipe brestoise. Et si on prend l'OM d'aujourd'hui, je te dis, j'enlève Greenwood, j'enlève Holbjerg. Ouais, on disait pareil de Lens aussi. Eux, on aura enlevé 7 joueurs à Lens. On ne va pas se faire harakiri chaque semaine. On a perdu contre Lens, diminué de 7 joueurs, on a perdu contre Lens. En attendant, on est toujours second aujourd'hui. Tu as raison, parce qu'en plus, leur défenseur qui se fait expulser sur le coup, là, Ndiaye, je ne sais plus son nom, plus son prénom. Au fur et à mesure, il a pris des galons dans l'équipe. Et il est pas mal. Je trouve qu'au final, l'an dernier, quand je voyais Brest, je disais à chaque fois, putain, Brassier, c'est stopper sûr. Au final, je crois que lui... Le troisième, c'est le gardien, ouais. Ah non, le gardien, oui, qui est sorti sur protocole, comment on dit ? Commotion, et qui, apparemment, s'il sort sur protocole commotion, le match d'après, il ne peut pas le jouer. Ah ouais ? Non, mais Ali Catror qui me dit, Seb, souviens-toi de Lens. Je viens d'en parler il y a quelques secondes. Les gars, c'est pas parce que l'Olympique de Marseille a fait une contre-performance contre Auxerre, a fait une contre-performance contre Reims, a fait une contre-performance contre Lens, que dans ma tête à moi, tous les matchs qu'on va aborder, je vais me dire, ah là 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 là. C'est parce qu'on raisonne comme ça qu'on perd. Je veux dire, il y a eu pour moi, de mon parcours dans le football, et Gérard est encore mieux placé que moi pour le dire, il y a eu un avant-tapis, un après-tapis. Avant-tapis, on était les poulies d'or dans le foot français. On partait toujours perdant. Quand il y a eu Tapie, il a amené cette mentalité de winner, de vainqueur, de c'était possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui l'ont dit, quand on a gagné la Coupe du Monde, c'est aussi parce qu'il y avait ces joueurs qui, sous l'air Tapie, avaient pris l'habitude de dire on peut gagner. Et moi, je préfère voir aborder les matchs contre Brest en disant ils ont des absents, nous on s'est refait la cerise contre Montpellier et donc on va le faire, plutôt que de dire ah mais on a perdu contre Lens, on a perdu contre Rennes. Oui, sinon on arrête le championnat. Très inquiet. Il ne faut pas qu'on ait peur de tout le monde. Mais c'est ça. Je veux dire, il reste 4 matchs, on a l'impression qu'on va jouer le Real de Madrid, Barcelone, Manchester City et Liverpool, quoi. Eh oui. Je veux dire, on va jouer des équipes qui sont largement dans nos possibilités. Quand on voit les effectifs, qu'on compare les effectifs, il faut arrêter d'avoir peur de Brest et de Lille. Même Lille, à Lille, on peut battre Lille à Lille aussi. Donc il faut rester bien sûr, très optimiste. Et tu as le droit de faire match nul aussi. Bien sûr, parce que depuis des matchs et des matchs nuls, nous, ça n'existe plus. Lille, tu es devant eux, si tu fais match nul, c'est très bien, quoi. Si tu gagnes Brest. Si tu gagnes Brest. Oui, mais même nul Brest et nul Lille, tu restes devant eux. Oui. C'est pas faux, parce que tu as le goal average pour toi. Juste, j'en profite, Seb, parce que je vois que tu avais de l'interaction avec le chat. On précise, après, dans cette émission en 4e partie, ce sera les questions-réponses, mais on se rajoute un petit temps additionnel parce que je vous l'avais promis, c'était le match de Monaco et vous aviez joué le jeu sur une OP avec notre partenaire Match en Direct. On va vous faire gagner dernier survêtement de l'Olympique de Marseille par Puma, qu'on remercie. Et on vous fait gagner aussi 4 places pour la viewing party de beIN Sport au Palais du Pharo samedi soir pour voir un match de NBA avec Idriss Kasmi. C'est pas incroyable ça? Et ça sera, comme tu l'as dit, dans le temps additionnel parce qu'on fait aussi des surprises et des cadeaux à nos abonnés. C'est normal de les remercier pour leur soutien. Nos abonnés, d'ailleurs, on peut faire une mini parenthèse. On a vu Nico Amskas. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'était énorme. Un gros plan. Au stade dans la Julcam. Ouais, non, mais pour tirer, avant le match. C'était pas la Julcam, il faisait le petit. Le jeu petit défi, là, les yeux bandés. Les yeux bandés et je lui ai envoyé un petit message sur MyFossé. J'ai dit tu aurais quand même pu en mettre un des deux parce qu'il a tiré les deux à côté. Donc. Les amis, je vous avais dit qu'on en parlerait parce qu'une victoire rassurante de l'OM, mais il y a eu d'autres matchs. Monsieur Le Texier, il va arbitrer jusqu'à quand en fait? Parce que moi, devant tant de nullité, ça fait 3 fois quand même dans le même championnat. On rappelle les faits.
Contre l'OM, il expulse Amin Harit. Je suis toujours en train de réfléchir pourquoi. Parce que l'autre, il a levé son pied, que donc il a fait une agression sur Marquinhos, coupable d'un carton rouge. Ensuite, il y a ce même match du PSG, mais cette fois à Monaco, où Donnarumma, il prend les crampons d'un Monégasque dans la figure. Mais là, il n'y a pas l'intégrité physique qui rentre en jeu. L'autre, il est juste balafré. Vous savez que chaque fois que je vois Paris qui joue avec Donnarumma, avec sa le mec, il est défiguré à vie. Enfin, je rigole, mais c'est tout sauf... C'est presque dramatique. Quoi. Il a les moyens de faire une petite intervention cet été, on lui souhaite en tout cas. Ouais, d'accord, mais pour l'instant, ça me rappelle là rien. Et là, Saint-Etienne, alors bravo monsieur Le Texier, parce que comme ça, ça nous arrange fortement. Mais enfin, l'agression qu'a subi Tolisso, si c'est pas... et en plus, la dinguerie, c'est qu'il met rouge. C'est la VAR qui le rappelle. Donc tu as une explication, Max, ça fait une théorie, c'est pas une explication. J'ai pas une explication, parce que je vais pas défendre l'indéfendable, mais la seule, parce que moi je me suis posé la question, pourquoi la VAR peut le rappeler? C'est surtout ça, il a pris la bonne décision, normalement ils doivent lui dire, oui, t'inquiète pas, t'as pris la bonne décision, etc. La seule explication, c'est qu'il y a des règlements et qui sont obtus dans leur raisonnement par rapport au règlement. Il y a cette notion de hauteur du pied par rapport, donc s'il est au niveau de la jambe, au niveau du genou, au plus haut, y a pas tout. Et là, je pense qu'il le rappelle juste pour lui dire, tu sais, viens me voir parce que le pied, il est bas quand même. Il a pas mis les crampons sur le mollet, quoi. Et effectivement, quand tu revois l'action, c'est bas. Mais tout ce que je vous ai dit, ça ne veut pas dire que ça mérite pas rouge parce qu'il est par derrière. Oui, il y a quand même. Il y a une tentative d'explication de pourquoi le Texier a raisonné comme ça. Voilà. Mais c'est fou parce que tu parles de Le Texier. 4 jours avant, moi, j'ai vu un match arbitré par Le Texier. Alors, tu vas me dire, tu dis ça parce que c'est Arsenal. Mais j'ai vu Le Texier siffler un penalty à Madrid, stade Santiago Bernabéu, pour l'équipe visiteuse. Et quand je vois ça, sur le coup, je vous avoue, j'ai pris le match au bout de 2-3 minutes. Quand je vois ça, je me dis, oh, l'arbitre, costaud. Parce que siffler au Real contre le Real, on les voit rarement. Le mec prend ses responsabilités. D'un coup, je dis, c'est Le Texier. Je trouve que son arbitrage de Real Arsenal est excellent. Enfin, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il fait son rôle d'arbitre, même si c'est le Real ou un truc comme ça. Ça te paraît extraordinaire de dire il a osé siffler au Real. L'arbitre, il n'a pas à savoir s'il est au Real ou s'il joue à Michelis. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais on l'a tellement peu vu. C'est ça ce que je veux dire sur les dernières années. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi sur le fait que je trouve que ce n'est pas sa faute? Pourquoi Parce que finalement, quand tu es arbitre, et que tu as deux gars qui sont en train de voir les images et qui t'appellent, et qui disent non, reviens voir les images. Je pense que quand tu vas voir les images, et c'est ce que je dis à chaque fois en France, des juges, ils reviennent toujours à l'inverse de la première décision qu'ils avaient prise quasiment tout le temps, mais tu es quand même influencé par tes deux collègues qui t'ont dit reviens voir. D'accord, mais si tu as la conviction d'avoir bien jugé l'action, tu n'as pas besoin d'aller voir et d'écouter les collègues. Ah, c'est obligé normalement. Tu es obligé. Alors tu vas voir et après tu restes sur ta position. Tu restes sur ta position. Tu as un arbitre qui est réputé pour ça, c'est Clément Turpin, qui lui prend même pas la peine de se connecter avec la barre. Quand tu es sur le terrain à 3 mètres de l'action et que tu vois la faute et que tu es convaincu qu'il y a faute, tu n'as pas besoin qu'on te la confirme ou qu'on te dise d'aller voir, faire le grand cinéma pour aller voir, je veux dire. Et je pense aussi que le fait qu'on lui ait reproché d'avoir tué le Classico, parce qu'il a tué le Classico avec ce carton rouge, mais je suis sûr et certain que dans un coin de sa tête, ça a dû traverser à se dire ça va être encore un match le dimanche soir où on va me dire le match il est gâché à cause de l'arbitre qui a mis un rouge à tel et que tu vois tu abordes quelque chose qui est intéressant parce que maintenant Le Texier, ça fait plusieurs fois qu'il est récidiviste dans l'histoire. Je veux dire, psychologiquement, c'est un arbitre qui aujourd'hui va être peut-être un peu moins convaincu et moins confiant dans ce qu'il fait, quoi. Et pourtant, 3 jours avant, au Bernabéu, il siffle contre le Real. Comme quoi, peut-être que aussi les conditions dans lesquelles on met les arbitres en Ligue des Champions et peut-être il siffle aussi pour le Real, le penalty, alors qu'il n'y a rien. Ouais, bon. Sur Mbappé. Je sais pas, moi, le mec qui te tient par l'épaule et tu tombes, pourquoi il te tenait par l'épaule, quoi, tu vois? Ce que je veux te dire, Max, c'est qu'on en a beaucoup parlé avec Romain Hering, des règlements... Celui qui l'annule, on parle.
On parle des règlements en Ligue 1 où des fois il y a des notations pour les arbitres qui se déjugent s'ils font appel à la VAR. Et toutes ces entre guillemets combines et entre-soi qui existent en France n'existent peut-être pas à l'échelle européenne et ce qui font que des mecs arbitrent mieux. Alors, est-ce que ça, je vous ai entraîné là-dedans, parce qu'au-delà de la victoire rassurante de l'OM, est-ce que cette séquence d'arbitrage qu'on a vue avec encore une fois M. Le Texier dans ce match Saint-Étienne-Lyon, ça met pas de l'eau dans notre moulin quand on dit qu'il n'y a pas les gens contre l'OM, mais s'ils sont juste pas bons. Parce que s'il y avait un complot contre l'OM, ça serait plus à leur avantage d'avantager Lyon dans la course à la Ligue des Champions plutôt que de les carrer. On est d'accord ou pas? Totalement. Alors il y a d'autres copains sur Twitch qui nous disent mais c'est pas ça, c'est pas qu'ils sont contre l'OM ou pour l'OM, c'est qu'ils sont aux ordres de Nasser et la RAFI. Et comme le Textor, la dernière fois, s'en est pris à Nasser, du coup, il a passé des coups de fil pour carrer Textor. Ce qui est sûr, c'est que c'est un autre complot. C'est une vérité cette année que j'ai pas vu une seule fois Paris dire « on s'est fait voler ». Est-ce que vous avez vu une seule fois les... alors, il y a Donnarumma. À Donnarumma, il y a rouge tous les jours. Voilà, mais au final, à la fin, comme ils sont meilleurs que les autres, ils gagnent tout le temps. Donc, du coup, mais bien sûr. Mais c'est comme... Ils se sont pas fait voler parce qu'ils ont eu les 3 points. À la fin, là, Textor, il peut dire il nous manque 3 points. Nous, tous les matchs où on a été pénalisés, il nous manque des points. Pas forcément à Lyon, par exemple. Non, mais là, pour Textor, le coup, ils se sont fait voler sur le fait que le mec soit pas exclu. D'autant qu'il a déjà un jaune quand Donnarumma est défiguré. Et d'autant que Textor, là, s'il te dit on s'est fait voler 3 points, je l'arrêterai tout de suite. Enfin, moi, je sais que tu as regardé le match. La dynamique de Saint-Étienne faisait que pour moi, ils sont à 11. Je ne suis pas sûr que Lyon s'impose quand même. Je ne suis pas sûr du tout. À 10 contre 11, je pense que ça change le match. Évidemment, ce n'est pas le même truc, mais ce n'est pas 3 points assurés pour Lyon. Saint-Étienne, ils étaient sur la corde raide quand même. Hein. Moi, ils ont fait un match de guerrier. Tu leur enlèves un joueur. Ça fait combien? C'est à la 20e, je crois, ou c'est 25e? Oui, c'est sûr que c'est à la 20e. 70 minutes à jouer je trouve quand même que, juste là aussi, une autre théorie, et même si pour tous les joueurs des clubs, on va dire ordinaires, jouer l'OM c'est quelque chose et compagnie, on a à chaque fois, nous, tendance à avoir cette rengaine de dire de toute façon, c'est le match de la vie pour toutes les équipes de jouer contre nous. Preuve en est que non. Saint-Étienne, au moment de jouer Lyon, ils ont mis un engagement et une détermination qu'ils n'ont pas mis contre nous. C'est le derby aussi. Hein. Oui, c'est comme quoi. Et la fameuse phrase sur une saison, ça s'équilibre. Au final, je pense que pour nous, ça ne s'est pas équilibré. Mais si ça s'équilibre avec les autres équipes, au classement, on pourra dire que ça s'est équilibré. Bon, les amis, c'est la fin de cette première partie. On va lancer la petite pause publicitaire avant d'enchaîner avec la seconde. Le temps pour moi de répondre à Jay Patoucheo qui me dit cette petite question perso. Est-ce que tu le mets toi aussi, le deuxième but de Stassen face à Lyon? Je vais créer un jeu qui va s'appeler le Enrique Challenge. Parce que tu vois, Gérard, Enrique à Monaco, quand il a ce centre de Garcia et qu'il est tout seul face à la cage vide et qu'il se démerde de tirer à côté, j'ai dit, moi, si on me fait 100 fois le centre, 100 fois je marque. Bon, j'ai parlé avec Max en venant, parce qu'on ne s'était pas vu depuis. Il m'a dit, si c'est vraiment Ulysse Garcia qui te centre à toi, déjà, je ne sais pas si tu arrives à couper la trajectoire du ballon. Ça va trop vite. Ça va un peu vite. Bon, il m'a dit, si c'est moi qui te centre, déjà, pour te mettre dans des conditions d'amateur et d'amateur, ça reste plus savoir. Mais non, je n'ai pas touché. Évidemment que le but de Stassen, je le mets pas. Je tire de beaucoup plus loin. Sur 100 fois... On te fait rentrer dans le débat. Tiens. Est-ce que tu trouves que vraiment c'est impardonnable le geste d'Enrique que lui il dit sur 100 fois tu dois marquer à tous les coups? C'est impardonnable. Ça fait partie des grands manqués de l'histoire du foot, quoi. Donc il est peut-être surpris par le ballon, il est peut-être pas assez sur les bons appuis. On a déjà vu des buts qui étaient tout faits à 1 mètre être manqués. Bon, après, dans ces conditions du match contre Monaco, ça manque peut-être un peu de concentration et de détermination, quoi. Ouais, tu peux pas être surpris. Ben oui, non, mais c'est ça, moi, qui me rend fou. C'est le manque de détermination qu'il a pu avoir de pas marquer. Et à l'inverse, moi, j'ai souvent entendu dire les entraîneurs de dire des grands attaquants, ils font le geste juste parce qu'ils sont relâchés au moment où, tu vois, où ils doivent par rapport à d'autres qui sont stressés. Et bon, ça me dit, mais il est trop relâché. Je dis, mais logiquement, en étant relâché, il aurait dû pouvoir la pousser facilement. J'ai pas dit qu'il était relâché, Max. J'ai dit qu'il dansait. Ouais. Non, mais c'est vrai. J'oppose pas la détermination et le relâchement. C'est-à-dire que tu peux être relâché dans un geste, c'est-à-dire avoir confiance en tes capacités et être déterminé.
Par contre, il lui, a marqué des buts comme ça. Et oui. En plus, Et tous les buts qu'il a marqués, en général, ce sont de grosses frappes. Oui. Si vous vous souvenez, Ouais. des grosses frappes, c'est pas fait dans la finesse, quoi. Mm. Et là, il n'avait pas besoin véritablement d'une grosse frappe, quoi. Non, Il non. avait simplement le fait d'accompagner le ballon. Il était peut-être un peu crispé. On a un changement quand même de Luis Enrique pour prolonger sur le match. À la fin, au moment où il sort, la manière dont il a de sortir, d'avoir un De Zerbi qui est obligé de lui faire des papouilles pour le calmer, tout ça. On est sorti du schéma du joueur qui est là, qui dit... C'est un classique dans le foot, hein, un mec arrive et tu lui dis « Ah, mais moi, s'il faut, je viens, mais je joue 5 minutes, je suis heureux. » Puis au bout de 5 matchs, « Oh, pourquoi je joue pas ?» Et puis au bout de 10 matchs, là on sent qu'on n'a plus le même joueur que le gentil qu'on avait en début de saison. par contre, on en a un autre de joueur qui fait forte impression en ce moment, c'est Ulysse Garcia. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de notre émission.